si l'ennemi le plus dangereux de ta vie n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de ton esprit, et si la majorité des êtres humains vivaient sous influence, persuadés d'être libres alors qu'ils obéissent sans le savoir. Dans Plus malin que le diable, Napoleon Hill dévoile une vérité dérangeante. Le diable n'est pas une créature, mais la métaphore de la dérive mentale, de la peur et de la passivité qui gouvernent les masses. Longtemps censuré, ce livre révèle comment on abandonne sa liberté sans s'en rendre compte, et surtout comment la reprendre. Bienvenue sur Puissants livres oubliés, là où les vérités cachées réveillent les esprits. Introduction. Plus malin que le diable n'est pas un livre ordinaire, et c'est précisément pour cette raison qu'il a dérangé dès sa naissance. Napoleon Hill, connu mondialement pour ses travaux sur la réussite et la pensée positive, a écrit ce texte à un moment clé de sa vie, après avoir longuement observé non pas les gagnants, mais les mécanismes invisibles qui maintiennent la majorité des individus dans la peur, la dépendance et la passivité. Contrairement à ses autres ouvrages, celui-ci ne cherche pas à rassurer, il confronte, il dérange, il expose ce que beaucoup préfèrent ignorer, les causes intérieures de l'échec humain. Napoleon Hill n'était pas un simple motivateur. Il fut l'un des premiers à étudier systématiquement la psychologie du succès, en interrogeant des centaines d'hommes et de femmes influents de son époque. Mais avec ce livre, il franchit une ligne invisible. Il ne parle plus seulement de réussite matérielle, il s'attaque aux forces mentales qui empêchent l'être humain de penser par lui-même. C'est cette radicalité qui rend l'ouvrage unique dans toute son œuvre. Ici, il ne flatte pas l'espoir, il met en lumière les chaînes invisibles. Le manuscrit a été rédigé à la fin des années 1930, mais il est resté caché pendant plus de 70 ans, non par hasard. L'éditeur, la famille et même l'auteur lui-même ont craint l'impact de ses idées sur un public encore peu préparé. Le livre accuse frontalement les systèmes éducatifs, sociaux et religieux de nourrir la peur plutôt que la pensée libre. À une époque marquée par la crise économique et l'instabilité mondiale, ces révélations étaient jugées trop dangereuses, trop subversives, trop lucides. Le cœur du livre repose sur un dialogue symbolique entre Napoleon Hill et ce qu'il appelle le diable. Il ne s'agit ni d'une entité religieuse ni d'un être surnaturel. Ce diable représente l'ensemble des mécanismes mentaux qui détournent l'être humain de sa souveraineté intérieure. La peur, l'indécision, l'habitude de suivre la foule, la dépendance à l'opinion des autres. À travers cet échange, il force le lecteur à reconnaître une vérité inconfortable. La domination la plus efficace n'est pas extérieure, elle est mentale. Ce livre exige une lecture active, courageuse, parfois inconfortable. Il ne promet pas le succès facile, mais la libération intérieure. Il prépare l'esprit à remettre en question ses croyances, ses automatismes et ses renoncements silencieux. Plus malin que le diable n'est pas fait pour plaire, il est fait pour réveiller. Et c'est précisément pour cela qu'il a été longtemps interdit au regard du monde. Leçon 1. Le diable et la domination mentale. Cette leçon pose une vérité inconfortable. La majorité des êtres humains ne dirigent pas leur propre esprit. Ils vivent, travaillent, aiment et décident sous influence, sans en avoir pleinement conscience. Napoleon Hill révèle ici que la domination la plus efficace n'est ni politique ni économique, mais mentale. Elle ne s'impose pas par la contrainte visible, mais par l'acceptation intérieure. L'être humain dominé mentalement croit être libre, alors même que ses pensées, ses peurs et ses réactions suivent des chemins déjà tracés pour lui. La peur est le levier principal de cette domination, non pas une peur brutale, mais une peur diffuse,
permanente, presque banale. Peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de sortir du cadre, peur de se tromper. Cette peur agit comme un brouillard mental qui empêche toute vision claire. Lorsqu'un individu vit dans cet état, il ne cherche plus la vérité, il cherche la sécurité. Et un esprit qui cherche avant tout la sécurité est prêt à sacrifier sa liberté intérieure. Il préfère se conformer plutôt que comprendre, suivre plutôt que choisir. Il introduit la notion de dérive mentale pour décrire cet état dans lequel l'esprit fonctionne sans direction consciente. La dérive mentale n'est pas une faiblesse intellectuelle, mais une absence de gouvernance intérieure. L'individu réagit aux événements au lieu de les orienter. Il adopte les croyances dominantes sans les examiner. Il vit selon des habitudes héritées plutôt que selon des décisions réfléchies. Cet état est si répandu qu'il est devenu normal. La majorité des êtres humains vivent ainsi, non par choix conscient, mais par conditionnement progressif. Penser par soi-même est rare, parce que cela exige une rupture intérieure. Cela demande de remettre en question ce qui est considéré comme normal, raisonnable ou acceptable. Cela demande aussi d'assumer l'inconfort de l'incertitude. Beaucoup préfèrent une fausse certitude collective à une vérité personnelle encore fragile. Il montre que la domination mentale prospère précisément sur ce refus de l'inconfort. Tant que l'individu ne tolère pas le doute conscient, il accepte la croyance imposée. Le confort joue un rôle central dans ce mécanisme. Plus la vie devient confortable, plus l'esprit devient paresseux. Les routines remplacent la vigilance, les automatismes remplacent la réflexion. L'être humain s'habitue à fonctionner sans se questionner. Il confond stabilité et immobilisme. Il insiste sur le fait que le confort excessif n'est pas un signe de réussite intérieure, mais souvent le début de l'endormissement mental. Un esprit trop à l'aise cesse de grandir. La domination mentale ne consiste pas à empêcher les individus de penser, mais à orienter leurs pensées dans des limites étroites. Ils pensent, mais toujours dans le même cadre. Ils discutent, mais rarement des fondations. Ils débattent des conséquences, sans jamais interroger les causes profondes. Ainsi, ils croient exercer leur liberté, alors qu'ils ne font que naviguer dans un espace mental déjà balisé. Le diable, dans la vision de Hill, ne cherche pas à écraser l'humanité, mais à la maintenir dans cet état intermédiaire où elle ne se révolte pas parce qu'elle ne se sait pas prisonnière. La souveraineté intérieure se perd lorsque l'individu cesse de décider consciemment de ce qu'il nourrit dans son esprit. Chaque pensée répétée devient une habitude mentale. Chaque habitude mentale devient une direction de vie. Il montre que la plupart des gens laissent entrer dans leur esprit des idées qu'ils n'ont pas choisies. Peur héritée, limites culturelles, définition extérieure du succès ou de l'échec. À force de répétition, ces idées deviennent des vérités intérieures alors qu'elles n'ont jamais été examinées. La perte de souveraineté ne se manifeste pas par une sensation de prison, mais par une résignation douce. L'individu se dit que c'est comme ça, que tout le monde fait ainsi, que le monde est dur. Ces phrases anodines sont les signes d'une abdication mentale. Elles traduisent l'abandon de la responsabilité intérieure. Il souligne que tant que l'être humain attribue sa vie aux circonstances, il reste gouvernable. La liberté commence là où cesse l'excuse. Cette leçon invite à une prise de conscience brutale, mais libératrice. Elle ne condamne pas l'individu, elle le réveille. Il ne dit pas que l'humanité est faible, mais qu'elle est distraite. La domination mentale ne tient que parce qu'elle n'est pas identifiée. Dès qu'un individu observe ses peurs, ses habitudes et ses croyances avec lucidité, le mécanisme commence à se fissurer. Le simple fait de redevenir attentif à sa propre pensée est déjà un acte de rébellion intérieure. Ainsi,
cette leçon ne vise pas à accuser un ennemi extérieur, mais à révéler un combat intérieur. Le diable n'est pas une entité à combattre, mais un état à dépasser. Tant que l'esprit dérive, il est dominé. Lorsqu'il se dirige consciemment, il redevient souverain. La domination mentale n'est pas invincible, mais elle exige une chose rare, un individu prêt à penser par lui-même, même si cela le sépare de la majorité. Leçon 2. La dérive mentale, l'ennemi invisible. Cette leçon révèle une vérité silencieuse et redoutable. On ne se perd jamais d'un seul coup. Personne ne se réveille un matin en ayant décidé d'abandonner sa vie, sa liberté intérieure ou sa capacité de penser. La perte est lente, presque imperceptible. Elle s'opère par glissements successifs, par concessions minuscules, par abandon discret, que l'on justifie toujours par de bonnes raisons. Napoleon Hill décrit la dérive mentale comme l'état dans lequel l'esprit cesse d'être dirigé consciemment et se laisse porter par les courants extérieurs, les habitudes, les influences dominantes et les distractions permanentes. La dérive mentale commence lorsque l'individu cesse de décider volontairement de ce qu'il pense, de ce qu'il accepte comme vrai et de la direction qu'il donne à sa vie. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais un manque d'attention. L'esprit n'est plus gouverné, il est occupé. Il réagit plus qu'il ne choisit. Il consomme des idées, des images, des opinions, sans jamais les examiner profondément. Dans cet état, l'être humain croit fonctionner normalement, alors qu'il a simplement cessé d'être présent à lui-même. Les signes de cette dérive sont quotidiens et souvent banalisés. L'individu repousse sans cesse ce qui demande un effort intérieur. Il vit dans l'urgence permanente, mais sans vision claire. Il se plaint de manquer de temps tout en le gaspillant dans des activités qui n'ont aucun impact réel sur sa croissance. Il accepte des croyances toutes faites sur la vie, l'argent, le succès, la peur ou l'échec, simplement parce qu'elles sont partagées par le plus grand nombre. Il répète des phrases qu'il n'a jamais vérifiées, comme si elles étaient des lois naturelles. La routine non consciente joue un rôle central dans cet affaiblissement progressif de l'esprit. La routine en elle-même n'est pas un problème. Ce qui est dangereux, c'est la routine vécue sans présence mentale. Lorsque les jours se répètent sans réflexion, sans remise en question, sans intention claire, l'esprit s'endort. Il cesse de créer, il se contente de maintenir. Il insiste sur le fait que beaucoup de vies sont vécues en mode automatique, non par nécessité, mais par habitude. L'individu agit, travaille, parle et décide sans véritable engagement intérieur. Les distractions modernes amplifient considérablement ce phénomène. Le bruit permanent empêche toute introspection réelle. L'esprit n'a plus de silence pour se rencontrer lui-même. Dès qu'un inconfort apparaît, il est immédiatement couvert par une stimulation extérieure. Cette fuite constante empêche l'individu de reconnaître ses peurs, ses contradictions et ses désirs profonds. Il montre que la dérive mentale prospère dans le bruit, car le silence oblige à penser, et penser oblige à choisir. Progressivement, l'individu abandonne sa vie sans s'en rendre compte. Il remet à plus tard ce qui est essentiel. Il accepte des situations qu'il n'a jamais choisies consciemment. Il se convainc que certaines choses sont normales alors qu'elles sont simplement répandues. Ce renoncement n'est pas dramatique, il est confortable. C'est précisément ce qui le rend dangereux. La dérive mentale ne provoque pas de douleur immédiate, mais une lente érosion de la volonté, de la clarté et du courage intérieur. Il explique que l'esprit en dérive devient extrêmement influençable. Il absorbe les peurs collectives, les tendances dominantes et les limitations sociales sans résistance. Il adopte des objectifs qui ne sont pas les siens. Il poursuit des formes de réussite qui ne le nourrissent pas intérieurement. Il confond mouvement et progrès.
À force de suivre les chemins tracés par d'autres, l'individu oublie qu'il aurait pu en créer un. L'un des aspects les plus subtils de la dérive mentale est la rationalisation permanente. Chaque abandon est justifié par des arguments raisonnables. Manque de temps, manque de moyens, manque de soutien, contexte difficile. Ces justifications deviennent des refuges psychologiques. Elles évitent à l'individu d'affronter une vérité inconfortable. Il a cessé de se diriger lui-même. Il montre que la dérive mentale ne se maintient pas par la contrainte, mais par le consentement intérieur. La perte de direction ne se manifeste pas par une crise, mais par une absence de feu intérieur. L'individu n'est pas forcément malheureux, mais il n'est plus pleinement vivant. Il ne ressent plus de tension créatrice. Il s'adapte, il s'ajuste, il survit. Cette existence atténuée est souvent socialement valorisée, car elle ne dérange pas l'ordre établi. Et il souligne que les sociétés prospèrent sur la dérive mentale, car un esprit qui ne se dirige pas ne remet rien en question. Abandonner sa vie ne signifie pas tout perdre extérieurement, mais tout céder intérieurement. C'est laisser les circonstances décider à sa place. C'est vivre selon les attentes des autres. C'est confondre sécurité et accomplissement. Il insiste sur le fait que la majorité des êtres humains ne sont pas détruits par des ennemis extérieurs, mais par une lente abdication intérieure. Ils cessent de vouloir intensément, de penser profondément et de choisir consciemment. Cette leçon ne vise pas à culpabiliser, mais à réveiller. La dérive mentale n'est pas une condamnation, c'est un état réversible. Elle persiste uniquement tant qu'elle n'est pas reconnue. Dès qu'un individu observe honnêtement la manière dont il utilise son esprit, un changement devient possible. La conscience est le premier acte de liberté. Regarder sa vie sans illusion est déjà un pas hors de la dérive. Il prépare ici le terrain pour une reconquête intérieure. Il montre que reprendre le contrôle de son esprit ne demande pas de lutter contre le monde, mais de réapprendre à se diriger soi-même. Cela commence par le refus de vivre en pilote automatique, par la décision de redevenir présent à ses pensées, à ses choix et à ses habitudes. La dérive mentale est l'ennemi invisible parce qu'elle agit dans l'ombre de l'inattention. La lucidité, elle, agit comme une lumière silencieuse. Cette leçon rappelle une loi simple et exigeante. Là où l'esprit n'est pas dirigé, il est dirigé par autre chose. La liberté intérieure n'est jamais acquise, elle se pratique. Celui qui ne choisit pas consciemment sa direction finit toujours par suivre celle que d'autres ont choisie pour lui. Sortir de la dérive mentale, c'est reprendre la responsabilité de son esprit et donc de sa vie. Leçon 3. La peur, l'arme favorite du diable. Cette leçon expose l'un des mécanismes les plus puissants de domination mentale, la peur. Plus efficace que la violence, plus discrète que la contrainte, la peur agit de l'intérieur. Elle ne force pas, elle persuade. Elle ne détruit pas frontalement, elle immobilise. Napoleon Hill montre que la peur est l'arme privilégiée du diable précisément parce qu'elle obtient la soumission volontaire. Un individu effrayé coopère avec ce qui le limite, justifie ce qui l'opprime et protège même ce qui l'enferme. La peur paralyse plus sûrement que toute forme de violence extérieure, car elle neutralise la source même de l'action, l'initiative. Là où la violence provoque parfois une révolte, la peur provoque l'attente. Elle installe l'hésitation, la prudence excessive, le calcul permanent. Elle pousse l'individu à retarder, à remettre à plus tard, à attendre des conditions parfaites qui n'arrivent jamais. Il insiste sur ce point fondamental. La peur n'empêche pas seulement d'agir, elle empêche même de vouloir profondément. La peur de manquer est l'une des plus répandues.
Elle enferme l'esprit dans une logique de rareté permanente. L'individu pense petit non par nature, mais par crainte de perdre ce qu'il a déjà. Il accepte des situations médiocres par peur du vide. Il reste dans des relations, des emplois, des modes de vie qui l'étouffent, simplement parce que l'inconnu lui paraît plus dangereux que l'insatisfaction connue. Cette peur transforme la survie en objectif ultime, au détriment de toute expansion intérieure. La peur de l'échec agit de manière encore plus subtile. Elle ne se présente pas comme une faiblesse, mais comme de la prudence. Elle murmure qu'il vaut mieux ne pas tenter que risquer de tomber. Elle pousse à attendre d'être prêt, compétent, légitime. Il révèle que cette peur ne cherche pas à éviter la douleur, mais à éviter l'exposition. Échouer signifie se montrer, se confronter à la réalité, accepter de ne pas contrôler l'image que l'on renvoie. Pour beaucoup, cette perspective est plus effrayante que l'échec lui-même. La peur d'être rejeté constitue un autre pilier de la domination mentale. L'être humain est profondément social, et cette dimension est exploitée pour le maintenir dans la conformité. Penser différemment, parler autrement, choisir un chemin singulier, expose au regard des autres. Il montre que la majorité préfère l'approbation à la vérité, l'appartenance à l'authenticité. La peur du jugement pousse à taire ses idées, à atténuer ses ambitions, à s'aligner sur la moyenne pour ne pas déranger. La peur de penser différemment est peut-être la plus grave, car elle touche directement la liberté intérieure. Lorsqu'un individu n'ose plus questionner les idées dominantes, il abdique son pouvoir de discernement. Il accepte ce qui est répété comme vrai. Il confond popularité et justesse. Il explique que les grandes avancées humaines ont toujours été portées par des individus capables de tolérer l'inconfort d'être en désaccord. La peur de penser autrement est donc une barrière directe à toute grandeur. Cette peur généralisée détruit l'initiative de manière systémique. L'initiative suppose une prise de risque mentale. Elle exige de décider sans garantie absolue. Or, la peur réclame des certitudes avant l'action, ce qui revient à exiger l'impossible. Il souligne que les individus dominés par la peur veulent des preuves avant de croire, des résultats avant d'agir, des validations avant de choisir. Ce raisonnement circulaire condamne toute dynamique créatrice. Les masses préfèrent la sécurité à la liberté, non parce que la liberté est inaccessible, mais parce qu'elle est exigeante. La sécurité promet une protection contre l'incertitude, même si elle limite l'expansion. La liberté, elle, implique la responsabilité. Elle oblige à penser, à choisir, à assumer les conséquences. Il observe que beaucoup renoncent à leur souveraineté intérieure, non par ignorance, mais par fatigue morale. Penser par soi-même demande de l'énergie, du courage et une vigilance constante. La peur est également entretenue par l'éducation, la culture et les structures sociales. On apprend très tôt à éviter l'erreur, à ne pas déranger, à suivre des modèles établis. La peur devient alors normalisée. Elle est intégrée comme une forme de sagesse. Il démontre cette illusion. Ce qui est présenté comme prudence est souvent une peur intériorisée. Ce qui est appelé réalisme est fréquemment une résignation déguisée. Un esprit dominé par la peur cherche constamment des autorisations extérieures. Il attend qu'on lui dise quoi penser, quoi faire, quoi vouloir. Il délègue sa responsabilité intérieure à des figures d'autorité, des normes sociales ou des croyances collectives. Il montre que cette délégation est le cœur même de la domination mentale. Tant que l'individu ne reprend pas la direction de ses pensées, il reste vulnérable à toute influence. La peur agit aussi comme un frein direct à la grandeur. La grandeur, qu'elle soit morale, intellectuelle ou créative, exige une capacité à supporter l'incertitude. Elle implique de s'exposer à l'échec, au ridicule, à l'incompréhension.
Il insiste sur le fait que les individus véritablement accomplis ne sont pas dépourvus de peur, mais qu'ils ont appris à ne plus lui obéir. Ils avancent malgré elle, là où la majorité s'arrête à cause d'elle. La peur rétrécit la vision. Elle focalise l'attention sur ce qui pourrait mal tourner au lieu de ce qui pourrait émerger. Elle enferme l'esprit dans des scénarios négatifs répétitifs. Il explique que cette anticipation constante du pire finit par créer une réalité intérieure paralysante. L'individu vit mentalement dans des échecs qui n'ont jamais eu lieu. Cette souffrance anticipée devient une justification pour ne rien tenter. La domination par la peur est d'autant plus efficace qu'elle est invisible. Peu de gens se reconnaissent comme effrayés. Ils se définissent comme prudents, réalistes, responsables. Hill dévoile ici un renversement essentiel. La peur la plus dangereuse est celle qui se déguise en bon sens. Lorsqu'un individu ne voit plus sa peur comme une limitation, mais comme une vertu, il devient impossible à libérer sans choc intérieur. La peur est également cumulative. Chaque renoncement renforce le suivant. Chaque choix dicté par la peur affaiblit la confiance intérieure. Il montre que la peur n'est pas seulement une émotion, mais un état mental auto-entretenu. Plus on lui obéit, plus elle exige. Elle réclame toujours davantage de garanties, toujours plus de sécurité, jusqu'à étouffer toute impulsion vitale. Pourtant, il ne présente pas la peur comme une fatalité. Il la décrit comme un signal, non comme une autorité. La peur indique une zone de croissance potentielle. Elle apparaît indication là où l'individu s'apprête à sortir de sa zone de confort mental. Le problème n'est pas la peur elle-même, mais la décision de lui céder le contrôle. Il insiste sur ce point central. La liberté commence lorsque l'on cesse d'obéir aveuglément à ses peurs. La peur ne disparaît pas par la négation ou la lutte frontale. Elle se dissout par la compréhension et l'action consciente. Lorsque l'individu agit malgré la peur, celle-ci perd progressivement son pouvoir. Il montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de choisir en sa présence. Chaque acte volontaire affaiblit l'emprise de la peur et renforce la souveraineté intérieure. Cette leçon met en lumière une vérité inconfortable. La peur est souvent préférée à la responsabilité. Elle offre une excuse élégante à l'inaction. Elle permet de blâmer les circonstances, le système, les autres. Il révèle que tant que l'individu se perçoit comme une victime de la peur, il reste prisonnier de la dérive mentale. Reprendre le contrôle commence par reconnaître honnêtement les peurs qui dirigent silencieusement ses choix. La grandeur humaine ne naît jamais dans la sécurité absolue. Elle émerge dans l'inconnu, dans l'audace mesurée, dans la décision assumée. Il rappelle que chaque avancée majeure de l'histoire a été portée par des individus qui ont accepté de penser, d'agir et de créer malgré la peur collective. La peur comme frein à toute grandeur n'est pas une métaphore, c'est une loi psychologique observable. Cette leçon invite à une prise de conscience radicale. Tant que la peur gouverne l'esprit, aucune liberté véritable n'est possible. La domination mentale ne repose pas sur la force, mais sur l'acceptation intérieure de limites imposées. Sortir de cette domination exige un acte fondateur, décider que la peur ne sera plus le critère ultime de décision. À partir de ce choix, l'individu commence à redevenir maître de sa pensée et donc de sa vie. Leçon 4. Le temps et la procrastination. Le temps est un allié neutre, mais entre des mains non conscientes, il devient un instrument de soumission. Remettre à demain, c'est déjà renoncer intérieurement. La procrastination n'est pas une simple mauvaise habitude, c'est le terrain privilégié sur lequel le diable de la dérive mentale installe son influence. Ceux qui attendent le bon moment se laissent doucement consumer par l'inaction, convaincus que le contexte parfait leur donnera enfin la permission d'agir.
Mais le moment parfait n'existe pas, il ne viendra jamais par magie. La vérité est que chaque instant non saisi renforce la passivité et dilue la volonté. Agir, même imparfaitement, est le moyen de reprendre le contrôle sur le temps. La procrastination semble douce, presque anodine, mais elle est le piège invisible de l'esprit non discipliné. L'habitude de reporter ce qui est essentiel devient rapidement un état d'être. Celui qui tolère le plus tard accepte sans s'en rendre compte la domination des circonstances et des distractions. Le diable, ici métaphore de la dérive mentale, se nourrit de ce vide. Chaque tâche non commencée, chaque objectif abandonné, chaque décision procrastinée devient un point d'ancrage de l'inaction. Comprendre le temps, ce n'est pas seulement savoir gérer un agenda ou respecter des deadlines, c'est reconnaître que chaque minute est une occasion de renforcer sa volonté, de créer de la valeur, de se positionner consciemment face à sa vie. La volonté qui hésite à agir, qui tergiverse et retarde, perd son pouvoir avant même que l'action commence. Le courage ne se manifeste pas dans l'abondance ou la sécurité, mais dans le choix d'agir malgré l'inconfort et le risque. Le temps devient alors un instrument de croissance et non un vecteur de défaite silencieuse. Chaque instant est un test de souveraineté intérieure. L'homme ou la femme qui comprend que le plus tard est un ennemi déguisé développe une vigilance intérieure qui transforme la perception de la vie. L'inaction cesse d'être une option et chaque décision devient une expression consciente de sa force mentale. Le diable de la procrastination perd alors son pouvoir, car la volonté ne se nourrit plus du report, mais de la décision immédiate, de l'engagement dans l'action, même imparfaite. Idée clé. Celui qui domine son temps domine sa vie. Chaque action différée est un renoncement invisible. Chaque action décidée est un pas vers la liberté intérieure. La vraie puissance n'est pas dans l'attente du contexte parfait, mais dans l'audace de transformer l'instant présent en tremplin vers ce qui compte vraiment. Leçon 5. L'éducation qui ne forme pas des esprits libres. L'éducation telle qu'elle est majoritairement conçue aujourd'hui ne vise pas à créer des esprits libres. Elle a été pensée pour produire des exécutants dociles, plutôt que des individus capables de penser par eux-mêmes. Dès l'enfance, la répétition et l'obéissance sont valorisées. Les enfants apprennent à reproduire des connaissances, à suivre des instructions, mais rarement à questionner, à douter ou à explorer au-delà du cadre imposé. Le système renforce l'idée que l'adhésion au programme est plus importante que l'initiative personnelle. Chaque exercice de mémorisation et chaque test évaluant la conformité à un modèle rigide affaiblissent la capacité à réfléchir de manière indépendante. La pensée critique, pourtant essentielle pour reconnaître et résister à la dérive mentale, est quasi absente du curriculum. L'école enseigne à répéter ce qui est considéré comme juste ou acceptable, mais elle ne montre pas comment examiner, analyser et reconstruire ces notions selon son propre jugement. Cette absence nourrit un conformisme intellectuel silencieux. L'enfant qui sort du cadre est rapidement corrigé, réprimé ou marginalisé. La peur de se tromper, combinée à la valorisation de la conformité, crée un climat où l'esprit devient dépendant des règles externes plutôt que guidé par sa propre boussole intérieure. Les effets de ce conditionnement ne se limitent pas aux salles de classe. À l'âge adulte, ceux qui n'ont jamais appris à penser par eux-mêmes se retrouvent vulnérables à toutes sortes d'influences. Publicité, opinion dominante, manipulation subtile ou pression sociale. La majorité accepte les idées reçues sans questionner, reproduit les comportements sans évaluer leur pertinence et se laisse guider par la peur de dévier du chemin prescrit. La liberté intellectuelle n'est jamais donnée,
Elle se conquiert, mais elle est rarement cultivée par le système éducatif traditionnel. Pour ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur esprit, la première étape consiste à reconnaître cette faiblesse institutionnelle. Comprendre que la répétition et la conformité ont été valorisées au détriment de l'autonomie mentale permet de se libérer progressivement de l'influence silencieuse qui façonne les pensées, les choix et les comportements. Chaque question posée, chaque idée examinée et chaque jugement personnel renforce la souveraineté intérieure. L'apprentissage devient alors un acte conscient, non une simple accumulation de faits ou de règles. Idée clé: échapper à la dérive mentale implique de dépasser l'éducation qui produit des exécutants. La liberté de penser ne se trouve pas dans les programmes scolaires, elle se forge par la vigilance, la curiosité et le refus de céder à la peur de l'erreur ou du jugement social. Ceux qui reprennent cette autonomie intellectuelle gagnent une puissance intérieure invisible, mais décisive. Leçon 6. L'habitude, la prison invisible. L'habitude, lorsqu'elle n'est pas choisie consciemment, agit comme une chaîne silencieuse qui contrôle la vie sans que l'on s'en rende compte. Chaque action répétée sans intention crée un schéma mental et comportemental qui devient ensuite automatique. Les routines invisibles régissent la plupart des décisions quotidiennes, depuis la façon dont on commence sa journée jusqu'aux réactions émotionnelles face aux événements imprévus. La majorité des humains vivent sous l'emprise de ces habitudes non réfléchies, et souvent ils les défendent même sans s'en rendre compte, par confort ou peur du changement. Ces habitudes inconscientes anesthésient l'esprit, limitent l'initiative et éloignent progressivement de la liberté intérieure. La routine, lorsqu'elle n'est pas examinée, agit comme un anesthésiant mental. Les individus croient agir librement, mais leurs choix sont largement prévisibles et dictés par la répétition. Chaque geste, chaque pensée non questionnée renforce une chaîne invisible. Les habitudes non choisies s'accumulent avec le temps, et la plupart ne remarquent leur emprise que lorsque le changement devient nécessaire et que la résistance intérieure se manifeste. Pourtant, il est possible de transformer cette force en un outil de libération. La discipline consciente permet d'utiliser l'habitude à son avantage, en choisissant quelles routines renforcer et lesquelles abandonner. L'automatisme inconscient peut alors être remplacé par des patterns intentionnels qui soutiennent les objectifs, la liberté et la croissance personnelle. Comprendre le pouvoir des habitudes revient à réaliser que la répétition est un levier pour le bien ou pour le mal. Une habitude consciente et choisie devient un allié puissant pour modeler le comportement, stabiliser l'esprit et ancrer des principes qui soutiennent la volonté. À l'inverse, une habitude non choisie enferme progressivement l'individu dans un cycle de passivité et de répétition inutile, réduisant la capacité à penser par soi-même, à agir avec intention et à résister aux influences extérieures. Les chaînes invisibles de la routine sont souvent perçues comme confortables, mais elles limitent l'expansion de l'esprit et la capacité de se réinventer. La prise de conscience est la première étape pour briser cette prison invisible. Observer ses propres routines, reconnaître celles qui ne servent pas ses objectifs et réorganiser sa vie autour d'habitudes choisies volontairement libère une énergie considérable. Chaque décision délibérée remplace un automatisme, chaque effort conscient renforce le contrôle intérieur. La discipline consciente ne consiste pas à se priver, mais à orienter ses forces vers la création d'une vie plus libre et autonome. Elle transforme le fonctionnement quotidien en un outil de maîtrise de soi et de développement personnel. Idée clé. L'habitude, lorsqu'elle est automatisée et subie, devient une prison invisible,
mais lorsqu'elle est comprise et dirigée consciemment, elle devient un instrument de puissance intérieure. La liberté mentale ne naît pas du hasard, elle se construit par l'attention portée à ses propres comportements, par la vigilance sur les répétitions quotidiennes et par l'intention de guider l'esprit plutôt que de subir ses automatismes. Les chaînes de l'habitude peuvent être brisées ou réorientées. Tout dépend de la conscience et de la décision personnelle. Leçon 7. La maîtrise de soi comme clé de la liberté. La véritable liberté commence toujours à l'intérieur. Celui qui ne maîtrise pas ses propres pensées, émotions et désirs reste prisonnier des circonstances, des impulsions et des influences extérieures. La maîtrise de soi n'est pas simplement un concept abstrait ou un idéal moral, elle est l'outil concret qui permet à l'individu de se détacher des chaînes invisibles de la peur, du conformisme et des habitudes non réfléchies. Les personnes qui cèdent constamment à leurs impulsions ou à leurs émotions réagissent aux événements au lieu de les anticiper et subissent souvent la vie au lieu de la créer. La discipline intérieure, le contrôle des désirs immédiats et la régulation des pensées sont les fondations sur lesquelles repose toute autonomie réelle. Maîtriser ses émotions n'est pas les supprimer, mais savoir les observer, comprendre leur origine et décider consciemment comment y répondre. La colère, la peur, l'envie ou l'anxiété ne doivent pas diriger les actions. Ce sont des signaux, des données internes, mais non des ordres. Celui qui apprend à distinguer le message de l'émotion de la réaction qu'elle pourrait provoquer gagne un espace de liberté immense. Dans cet espace, il peut choisir ses actions avec lucidité au lieu d'être entraîné par un réflexe ou par l'influence extérieure. Chaque réaction contrôlée est un acte de souveraineté intérieure. Chaque décision prise avec clarté renforce l'indépendance mentale. Le contrôle des pensées est une étape complémentaire essentielle. Les pensées qui ne sont pas surveillées prennent le pouvoir sur la vie quotidienne. Elles dictent les humeurs, orientent les comportements et façonnent la perception de la réalité. Celui qui se laisse envahir par la critique, le doute ou le pessimisme s'enferme dans des schémas limitants, tandis que celui qui apprend à choisir ses pensées, à les canaliser et à les orienter vers des objectifs constructifs devient capable de transformer sa vie. La discipline mentale n'est pas une contrainte, mais un acte de rébellion contre la passivité et la soumission aux influences invisibles. Elle permet de reconstruire son univers intérieur selon ses propres principes et valeurs. Maîtriser ses désirs et ses impulsions est tout aussi crucial. Les impulsions immédiates peuvent sembler naturelles et inoffensives, mais elles constituent souvent des pièges subtils qui éloignent l'individu de ses objectifs à long terme. Résister à la gratification instantanée, différer un plaisir ou choisir consciemment une action en accord avec ses valeurs transforme chaque décision quotidienne en acte de puissance personnelle. La discipline dans ses choix mineurs s'accumule, créant un effet cumulatif qui définit le caractère et renforce la liberté. La véritable souveraineté se construit dans l'ordinaire de la vie, dans la constance des petits choix, et non seulement dans les moments spectaculaires. Celui qui maîtrise ses émotions, ses pensées et ses désirs se libère de l'influence du monde extérieur. Il n'est plus sujet aux fluctuations de l'opinion des autres, aux pressions sociales ou aux distractions. Il choisit consciemment où placer son attention et son énergie, ce qui lui permet de rester centré et efficace, même dans les situations les plus complexes. La liberté ainsi acquise n'est pas théorique, elle se manifeste dans la capacité à agir, à créer et à poursuivre ses objectifs avec constance et sérénité. La discipline devient un acte de rébellion parce qu'elle oppose la force de la volonté à la facilité, à la paresse et à la soumission automatique aux stimuli extérieurs. Elle est un choix quotidien,
parfois invisible pour les autres, mais puissant dans ses effets. Chaque instant où l'on choisit de gouverner ses pensées et ses réactions est un instant où l'on reconquiert son autonomie. La maîtrise de soi transforme les émotions en alliés, les habitudes en instruments de progrès et le chaos intérieur en stabilité créatrice. Idée clé, la liberté réelle ne se trouve pas dans l'extériorité, dans l'argent, le pouvoir ou le statut social, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. Celui qui réussit à se contrôler échappe aux chaînes invisibles de la dépendance psychologique et sociale et devient capable de diriger sa vie avec lucidité et force. La discipline intérieure n'est pas une restriction, mais l'ouverture vers une souveraineté authentique. Se gouverner avant de gouverner sa vie est la véritable clé qui sépare ceux qui subissent de ceux qui dominent, qui transforment leur destinée au lieu de la subir, et qui s'élèvent au-dessus des influences invisibles qui asservissent la majorité des humains. Leçon 8. Le but précis comme arme contre le diable. Avoir un but précis n'est pas un simple avantage dans la vie. C'est la seule véritable protection contre la dérive mentale et l'influence du diable, telle que Napoléon Hill le décrit. Une existence sans objectif clair est comme une barque laissée à la dérive sur une mer agitée. Elle est à la merci des courants, des vents et des tempêtes, incapable de tracer sa propre route. L'absence de but crée un vide intérieur que les peurs, les habitudes automatiques et les distractions peuvent remplir facilement, transformant l'individu en un esclave inconscient de son environnement. Le diable, métaphore des forces qui exploitent la passivité humaine, se nourrit de cette vacuité, car là où il n'y a pas de direction consciente, il n'y a aucune résistance. Le pouvoir d'un objectif clair est immense. Dès qu'une personne définit un but précis, elle crée un point fixe dans son esprit, un centre d'attraction capable de guider chacune de ses décisions et de canaliser son énergie. Cet objectif devient un filtre naturel. Toutes les actions, pensées et efforts se mesurent à l'aune de cette direction. Chaque moment de distraction ou de tentation est évalué à travers la question implicite. Cela m'approche-t-il de mon but ou m'en éloigne-t-il? La conscience de cet objectif transforme l'esprit en un outil orienté, concentré, dangereux pour toutes les influences qui cherchent à le détourner de sa trajectoire. La vision joue un rôle fondamental. Visualiser avec précision ce que l'on veut atteindre est bien plus qu'un simple rêve. C'est un acte de création mentale. L'esprit humain fonctionne par images, associations et émotions. Un objectif clair produit une représentation interne vivante qui attire des idées, des opportunités et des alliances. Cette vision n'est pas statique, elle s'adapte et se renforce à mesure que l'individu avance, mais elle reste toujours l'ancre qui empêche la dérive. Sans elle, chaque pensée peut devenir une digression et chaque action une perte d'énergie. L'intention est le moteur qui alimente cette vision. Définir un but n'est rien sans un engagement intérieur total. L'intention consciente transforme la volonté en action. Elle génère une discipline naturelle, car l'esprit orienté vers un objectif précis n'est pas distrait par le superflu. Chaque effort, même minime, prend sens et contribue à un mouvement continu vers l'accomplissement. L'intention permet également de reconnaître les pièges de la procrastination, de la peur et de l'habitude, en les identifiant pour ce qu'ils sont, des obstacles qui tentent de détourner l'individu de sa trajectoire. La direction, conséquence naturelle de la vision et de l'intention, offre un contrôle sur la vie qui est rare et précieux. Ceux qui avancent sans direction sont vulnérables aux opinions des autres, aux crises et aux distractions. Leur énergie se disperse, leur volonté se dilue, et ils deviennent des proies faciles pour les influences externes. Avoir un but précis permet de canaliser toutes ses ressources vers un objectif choisi,
transformant chaque décision en un acte stratégique, chaque effort en un investissement conscient dans sa propre souveraineté intérieure. Le but précis agit aussi comme un ancrage mental. Dans les moments de doute, de fatigue ou de peur, cet ancrage rappelle à l'individu pourquoi il agit, ce qu'il cherche réellement, et pourquoi il refuse de céder aux influences qui sapent sa liberté. Il structure l'esprit, crée une résilience face aux distractions et aux manipulations, et rend les tentatives de contrôle extérieur inefficaces. Là où il y a un objectif clair, le diable, symbole des forces qui exploitent la passivité et la confusion, n'a plus de prise. La volonté devient alors un instrument puissant et orienté. Une volonté dispersée se fatigue, s'éteint et devient manipulable. Une volonté dirigée vers un objectif précis devient inarrêtable. Elle transforme la pensée en action, la motivation en persistance et les obstacles en tremplin. La discipline n'est plus une contrainte imposée de l'extérieur, mais une expression naturelle de l'orientation intérieure. Chaque choix est évalué, chaque effort est maximisé, et la vie devient une manifestation de l'intention consciente. Un objectif précis crée également un effet cumulatif. Chaque action effectuée dans la direction du but renforce la confiance, clarifie les intentions et solidifie la maîtrise de soi. L'esprit devient plus alerte, plus lucide, plus résistant aux tentations et aux distractions. Le diable représentant les influences subtiles qui détournent la majorité des humains de leur potentiel, se retrouve incapable d'exercer sa domination sur quelqu'un dont la pensée, l'intention et l'énergie sont constamment orientées vers un point précis. Idée clé. Une vie sans but est vulnérable, manipulable et souvent gaspillée. Une vie avec un objectif clair est une vie protégée, puissante et souveraine. La précision du but transforme la volonté en arme, la discipline en flux naturel et l'esprit en force créatrice. La liberté intérieure naît de cette direction consciente et la victoire sur les influences invisibles devient possible. Celui qui définit clairement son objectif, qui nourrit sa vision, qui aligne son intention et canalise sa volonté, devient dangereux pour toute force qui cherche à contrôler les passifs. La maîtrise du but précis est donc la clé pour échapper à la dérive mentale et à la domination invisible. Leçon 9. La foi en soi contre la soumission. La foi en soi n'est pas un simple état émotionnel ou un mot à répéter comme un mantra. C'est une force intérieure concrète, structurante et déterminante pour résister aux influences invisibles qui cherchent à nous soumettre. Croire en soi véritablement, dans le sens que Napoléon Hill expose dans Plus malin que le diable, signifie rompre le pacte implicite que la majorité des humains acceptent sans même s'en rendre compte, celui de laisser les peurs, les habitudes, les distractions et l'inaction définir leur existence. Cette foi n'a rien à voir avec la religion ou la spiritualité traditionnelle. Elle est le pilier de la souveraineté mentale, l'armure invisible qui protège l'esprit des manipulations et des compromis forcés. Lorsque l'on manque de foi en soi, le doute s'installe comme un parasite silencieux. Chaque hésitation, chaque peur, chaque seconde de procrastination renforce l'emprise de la soumission. Le doute affaiblit la volonté, disperse l'énergie mentale et ouvre une porte que le diable, sous toutes ses formes symboliques, peut exploiter. Il ne s'agit pas simplement de se rassurer ou de se donner des illusions, il s'agit d'une conviction profonde que ses pensées, ses décisions et son action ont une valeur intrinsèque, qu'elles peuvent orienter le cours de sa vie et résister aux influences extérieures. La confiance en soi transforme chaque action en acte conscient, chaque décision en affirmation intérieure et chaque épreuve en test que l'on peut surmonter grâce à sa force mentale.
Se tenir droit intérieurement commence par reconnaître sa propre valeur et son propre pouvoir. Cela implique de ne pas céder à l'opinion des masses, aux peurs collectives ou aux distractions qui nous éloignent de notre trajectoire choisie. Ceux qui n'ont pas foi en eux-mêmes sont faciles à influencer, car leur esprit est passif, leurs décisions subissent les pressions externes et ils laissent les événements dicter leur vie. La foi en soi inverse cette dynamique. Elle place l'individu en position de force, car il devient difficile à manipuler. Une personne qui croit en elle-même n'attend plus la validation des autres pour agir. Elle est guidée par une boussole intérieure, construite sur la certitude de sa valeur et de son pouvoir de choix. La confiance agit aussi comme protection mentale. Tout comme un bouclier invisible, elle empêche les tentatives de manipulation subtile et de domination psychologique. La peur de l'échec, la peur du rejet ou le doute des capacités propres perdent leur pouvoir face à une foi solide et durable. L'individu ne se bat pas constamment contre l'extérieur, il contrôle son intérieur et c'est de là que vient la véritable résistance. La force ne se manifeste pas par des démonstrations bruyantes, mais par une cohérence silencieuse et une présence stable qui décourage toute tentative de soumission. La foi en soi est un processus actif qui nécessite discipline et pratique. Il ne suffit pas de déclarer que l'on croit en soi. Il faut le démontrer par des choix, des actions et des habitudes alignées avec cette croyance. Chaque décision prise consciemment, chaque effort orienté, chaque défi relevé renforce cette foi et construit un terrain intérieur difficile à envahir. L'action devient le vecteur de la conviction et la conviction alimente l'action. Cette boucle vertueuse transforme progressivement l'individu, le rendant autonome et imperméable aux forces qui cherchent à le détourner de sa route. La foi en soi n'exclut pas la prudence ni la lucidité. Elle ne signifie pas ignorer les dangers ou se lancer aveuglément dans des entreprises irréfléchies. Au contraire, elle repose sur une connaissance précise de ses forces, de ses limites et de ses capacités d'adaptation. Elle permet d'anticiper les pièges, de reconnaître les manipulations et de maintenir la clarté mentale même dans le chaos. En ce sens, la foi en soi n'est pas une illusion, elle est un outil stratégique, une compétence mentale qui protège et oriente la vie de manière efficace et durable. Idée clé. Croire en soi transforme la dynamique intérieure. La personne qui possède une foi authentique en ses capacités cesse d'être une marionnette des influences extérieures. Elle devient un acteur libre, capable de résister aux pressions, de suivre sa direction choisie et de créer ses propres conditions de succès. La confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour quiconque souhaite éviter la soumission, s'affranchir de la dérive mentale et vivre selon ses propres termes. Leçon 10. Comment devenir plus malin que le diable? Devenir plus malin que le diable ne signifie pas combattre une entité extérieure, ni mener une guerre spectaculaire contre une force visible. Cela signifie sortir définitivement de la dérive mentale, cet état silencieux où l'on vit sans décider vraiment, où l'on répète sans comprendre, où l'on agit par automatisme plus que par choix. Être plus malin que le diable, c'est reprendre la souveraineté de son esprit, refuser la passivité confortable et choisir une vie intentionnelle. Cette victoire n'est pas instantanée, elle est progressive, quotidienne, intérieure, et elle commence par une rupture claire avec la façon ordinaire de penser. La première étape consiste à penser de manière indépendante. Penser par soi-même est plus rare qu'on ne l'imagine, car la majorité des pensées humaines sont héritées, absorbées ou copiées. Opinions familiales, croyances culturelles, peurs collectives, normes sociales, tout cela s'installe dans l'esprit
avant même que l'individu n'ait appris à observer ce qu'il pense. Penser indépendamment ne signifie pas rejeter tout ce qui existe, mais examiner consciemment ce que l'on accepte comme vrai. Cela exige du courage, car penser autrement expose au doute, au regard des autres et parfois à l'isolement. Pourtant, c'est précisément ce risque qui libère. Un esprit qui questionne cesse d'être manipulable. Un esprit qui examine ses peurs commence déjà à les affaiblir. Le diable symbolique prospère sur les esprits qui n'interrogent pas leurs pensées, car un esprit non examiné est un esprit dirigé de l'extérieur. Penser indépendamment implique aussi d'accepter la responsabilité de ses conclusions. Il est plus facile d'emprunter une opinion que d'en forger une, plus confortable de répéter que de comprendre. Mais cette facilité a un prix élevé, la perte de la liberté intérieure. Lorsqu'un individu pense par lui-même, il cesse de vivre par procuration. Il devient actif dans sa propre vie. Il ne subit plus les événements comme des fatalités, mais les interprète comme des terrains d'apprentissage. Cette attitude transforme profondément la relation au monde, car l'on ne réagit plus mécaniquement, on choisit. La deuxième clé pour devenir plus malin que le diable consiste à choisir consciemment ses habitudes. Les habitudes sont les rails invisibles sur lesquels roule la vie quotidienne. Lorsqu'elles ne sont pas choisies, elles deviennent des chaînes. Lorsqu'elles sont conscientes, elles deviennent des alliés. La plupart des êtres humains vivent sous le règne de leurs habitudes sans jamais les avoir décidées. Ils se lèvent, consomment, travaillent, parlent, se distraient selon des schémas répétés, hérités ou imposés. Le diable symbolique adore cette mécanique, car une habitude non choisie fonctionne sans volonté. Elle agit même lorsque la conscience est absente. Choisir ses habitudes demande d'abord une lucidité brutale. Il faut observer sans se mentir ce que l'on fait chaque jour, comment on occupe son temps, où va son énergie, ce qui nourrit l'esprit et ce qui l'endort. Cette observation est parfois inconfortable, car elle révèle des incohérences entre ce que l'on prétend vouloir et ce que l'on fait réellement. Mais cette vérité est libératrice. Une fois l'habitude identifiée, elle peut être transformée, lentement mais sûrement. Il ne s'agit pas de lutter contre soi-même avec violence, mais de rediriger l'automatisme. Une habitude consciente devient une discipline stable. Elle permet à la volonté de ne plus s'épuiser dans des décisions répétitives. Ainsi, l'individu devient plus fort sans effort excessif, car son environnement intérieur soutient ses intentions. Agir malgré la peur constitue une autre étape décisive. La peur ne disparaît jamais totalement. Elle change de forme, elle se déplace, mais elle reste une compagne de toute vie consciente. Le problème n'est pas la peur elle-même, mais l'obéissance à la peur. Le diable symbolique ne cherche pas à supprimer l'action par la violence, mais par l'hésitation. Il murmure « plus tard, pas encore, ce n'est pas le bon moment ». Il transforme chaque peur en justification raisonnable. Devenir plus malin que le diable, c'est comprendre que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un signal de seuil. Là où la peur apparaît, une expansion est possible. Agir malgré la peur ne signifie pas agir aveuglément, mais agir sans attendre l'absence de peur. L'individu libre accepte que le courage ne soit pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas lui obéir. Chaque action posée malgré la peur affaiblit son pouvoir. Chaque renoncement la renforce. Avec le temps, la relation s'inverse. La peur devient une information, non une autorité. Celui qui agit malgré la peur développe une solidité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement briser. Il cesse d'être gouverné par ses émotions passagères et devient gouvernant de ses choix.
La discipline quotidienne est le pilier silencieux de cette transformation. Sans discipline, les bonnes intentions restent théoriques. La discipline n'est pas une punition, ni une rigidité sans âme. Elle est un engagement envers soi-même. Elle consiste à faire ce que l'on a décidé de faire, même lorsque l'envie n'est pas présente. Le diable symbolique exploite l'inconstance, car une volonté intermittente est une volonté fragile. La discipline, elle, crée une continuité intérieure. Elle transforme les décisions en identité. Développer une discipline quotidienne ne demande pas des actes héroïques, mais des engagements modestes et tenus. Se lever à l'heure décidée, lire quelques pages chaque jour, réfléchir consciemment avant d'agir, choisir le silence plutôt que la réaction impulsive. Ces gestes simples, répétés, construisent une force invisible. La discipline façonne le caractère et le caractère soutient la liberté. Un individu discipliné n'est pas prisonnier de règles extérieures, il est libéré de ses propres faiblesses répétitives. Il devient fiable à ses propres yeux, et cette fiabilité intérieure est une puissance rare. Vivre intentionnellement est l'aboutissement de ce processus. Une vie intentionnelle est une vie choisie. Cela ne signifie pas tout contrôler, mais orienter consciemment sa direction. L'individu intentionnel sait pourquoi il agit, même s'il ne maîtrise pas tous les résultats. Il ne confond plus agitation et progression, il ne se laisse plus entraîner par le bruit constant du monde, il choisit ses priorités, ses influences, ses fréquentations, ses objectifs. Cette clarté dérange les systèmes fondés sur la dérive, car une personne intentionnelle devient difficile à manipuler. Vivre intentionnellement implique aussi d'accepter la solitude temporaire que peut créer la lucidité. Lorsque l'on sort de la dérive mentale, on ne marche plus au même rythme que la majorité. Certaines conversations deviennent vides, certaines distractions perdent leur attrait, certaines peurs collectives cessent d'agir. Mais cette solitude n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où la pensée se clarifie, où la volonté se renforce, où la vie retrouve une cohérence intérieure. Devenir plus malin que le diable, au fond, c'est refuser de vivre par défaut. C'est choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la responsabilité plutôt que l'excuse, l'action plutôt que l'attente. C'est comprendre que la liberté n'est pas donnée, mais cultivée. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la relation que l'on entretient avec son propre esprit. Celui qui maîtrise ses pensées, ses habitudes, ses peurs et sa discipline devient progressivement inatteignable par les forces de dérive. Cette transformation n'est jamais terminée. Elle se renouvelle chaque jour. Mais chaque jour vécu consciemment affaiblit un peu plus l'emprise invisible qui maintient les êtres humains dans la passivité. Être plus malin que le diable, c'est finalement être fidèle à sa capacité de penser, de choisir et d'agir. C'est refuser de déléguer sa vie à l'inconscient collectif. C'est devenir pleinement responsable de son esprit et par là même de son destin. Reprendre le pouvoir sur sa vie n'est pas un acte spectaculaire, ni une révolte bruyante contre le monde extérieur. C'est un basculement intérieur, silencieux, mais irréversible. Tout au long de ce parcours, une vérité s'impose avec force. Le diable n'est pas une entité extérieure, ni une figure mythique à craindre. Il est un état mental. Il vit dans la passivité, dans la peur acceptée, dans l'habitude non questionnée, dans la pensée déléguée. Il s'installe là où l'individu cesse de se gouverner lui-même. Comprendre cela, c'est déjà commencer à s'en libérer. La majorité des êtres humains vit endormie, non pas parce qu'elle est incapable, mais parce qu'elle n'a jamais été encouragée à se réveiller. Le sommeil mental est confortable. Il dispense de décider, de douter, de porter le poids de ses choix. Il permet de suivre, d'obéir, de répéter,
tout en se persuadant que l'on vit librement. Mais cette tranquillité apparente a un prix immense, la perte de la souveraineté intérieure. Un individu endormi réagit plus qu'il n'agit, subit plus qu'il ne choisit, espère plus qu'il ne construit. Il vit à la surface de lui-même. La liberté, au contraire, demande du courage. Elle exige de regarder ses peurs sans les maquiller, d'observer ses habitudes sans se mentir, de reconnaître ses renoncements sans se justifier. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, c'est vouloir consciemment ce que l'on fait. Cette exigence effraie, car elle rend responsable. Elle enlève l'alibi des circonstances, le confort des excuses, la protection du troupeau. Mais elle offre en échange quelque chose de rare et de profond, la dignité intérieure, la sensation de tenir sa vie entre ses propres mains. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est accepter que personne ne viendra penser, décider ou agir à votre place. C'est comprendre que chaque jour est un vote silencieux pour la dérive ou pour la conscience. Chaque choix répété construit soit une prison invisible, soit une liberté solide. Rien n'est neutre. L'inaction elle-même est une décision, et souvent la plus coûteuse. Celui qui se réveille cesse d'attendre des sauveurs, des signes ou des permissions. Il devient l'origine de son propre mouvement. Le message final est simple, mais dérangeant, car il retire toute possibilité de fuite. Celui qui pense par lui-même devient incontrôlable. Incontrôlable par la peur, par le bruit, par les habitudes imposées, par les récits dominants. Non pas dangereux pour les autres, mais libre pour lui-même. Et cette liberté-là, une fois goûtée, ne peut plus être oubliée. Elle transforme l'existence en un acte conscient, droit et profondément vivant.